d'abord, quelques commentaires et analyses sur la situation des marchés au lendemain du second tour des élections législatives en France et plus généralement, que dire de cette dimension politique qui prend de l'importance face aux fondamentaux économiques. Alexandre Tavadi est avec nous par téléphone, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous au bout de la ligne. Habituellement, c'est vrai qu'il est plutôt judicieux et avisé pour un investisseur de ne pas trop tenir compte des considérations et du bruit politique dans sa prise de décision. Que dire de la situation actuelle quand on se réfère évidemment à la situation française, mais qui n'est pas une situation politique unique, puisqu'on a des enjeux politiques, j'allais dire, de part et d'autre, aussi bien en Europe que côté américain pour les prochains mois. Mais sur la situation de la France, comment est-ce que vous comprenez la manière dont les marchés notamment réagissent ce matin, Alexandre ? Bonjour. En fait, on a évité un scénario des extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou que ce soit l'extrême droite, et c'est la raison pour laquelle les marchés se comportent de façon plutôt calme aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'on n'a pas refait la baisse du CAC 40 que nous avions eu dans le courant des semaines précédentes, à la suite du premier tour. Donc pour l'instant, les marchés sont en train de regarder, même si on a évité les scénarios les plus dommageables, je dirais, pour les marchés financiers, il n'en demeure pas moins qu'il va falloir regarder les jours prochains, qui va être nommé Premier ministre, quel sera le type de coalition qui va se mettre en route, et ça déterminera certainement l'évolution des marchés. Mais la toile de fond est la toile de fond la plus importante, que ce soit vis-à-vis de ces élections-ci ou vis-à-vis éventuellement des élections aux États-Unis, ce sera bien évidemment la situation fiscale, puisque c'est ce qui détermine en tout cas sur un plus long terme la situation des marchés. Et de ce point de vue-là, oui, situation fiscale qui veut bien dire trajectoire de finances publiques, situation budgétaire et fiscale sur le plan de l'imposition également, si je puis dire, Alexandre. Est-ce à dire que le marché va être particulièrement attentif, dans le cas français par exemple, ou dans le cas américain demain, à la capacité de la nouvelle gouvernance politique qui sera établie de prendre des décisions pour corriger ou, j'allais dire, contenir la trajectoire des finances publiques? On parle en France d'une trajectoire de déficit public qui s'aggrave encore sur les 5 premiers mois de l'année, à fin mai, par rapport à ce qu'on pouvait observer sur les 5 premiers mois de l'année 2023, Alexandre. Oui, alors la situation de la France est complètement différente de celle des États-Unis, dans la mesure où il y a une situation qui est contrainte par la Commission européenne, et notamment les sanctions qui peuvent être mises en place. Donc ça veut dire que le cas français est finalement sous l'observatoire de ce qui se passe du côté européen, et c'est en cela que c'est inquiétant. Ce d'autant plus qu'à partir du mois d'octobre et de novembre, on aura les agences de notation qui vont se reposer la question de la direction de la trajectoire de la dette française, ce qui pourrait déboucher très probablement sur un abaissement de la note, surtout en direction de l'outlook. Dans la situation américaine, la situation est complètement différente, puisqu'aujourd'hui on est en pleine situation électorale. Il n'y a aucune volonté ni du côté des démocrates ni des côtés des républicains de réduire en quoi que ce soit la dette, et vous n'avez pas de situation de contrôle par une autre entité. Donc la dette américaine peut continuer à se dégrader jusqu'à ce qu'effectivement les marchés prennent note et commencent à sanctionner. Mais dans le cas français, on a 2 échéances absolument clés. C'est la première discussion à partir du mois de septembre du budget 2025, donc ça sera vraiment à l'Assemblée nationale française d'en décider, et ensuite suivra la décision des agences de notation qui sera plus tard dans l'année. Et ces garde-fous paraissent solides pour le cas français en l'occurrence, Alexandre, que ce soit les nouvelles règles budgétaires remises en place en Europe, que ce soit le garde-fou disciplinaire que peuvent être les marchés également, et dans les marchés j'inclus les agences de notation également, au regard du paysage politique français tel qu'il s'est dessiné hier soir, Alexandre, est-ce que ces garde-fous sont sérieux et solides du point de vue des investisseurs ? Du côté des marchés, il y a un impact important dans la mesure où plus de 50% de la dette française est détenue par des mains étrangères. Et donc la notation de la dette française va être un des paramètres très très importants pour ces détenteurs étrangers, étant bien entendu que historiquement on avait toujours une prime de rendement par rapport à la dette allemande, et on estimait que le risque était à peu près le même. Si l'on devait avoir un changement dans la notation française par les agences de notation, on a de toute façon un petit spread aujourd'hui, on a un écart de 60 à 70 points de base, mais cette notion de risque va probablement changer. Donc ce qu'il faudra mesurer ensuite, c'est la décision des détenteurs étrangers de dette française, si effectivement ils décident de garder toujours cette dette en portefeuille. Et c'est en cela finalement que la situation française
peut devenir inquiétante éventuellement si on continue à avoir un dérapage ou une trajectoire de la dette qui va dans la mauvaise direction, parce qu'encore une fois, la France et la dette française est détenue en majorité par des détenteurs qui sont non français. Et donc leur prise de décision va dépendre probablement des agences de notation. Il y a la politique et les fondamentaux macroéconomiques. À ce titre, Alexandre, comment est-ce que vous regardez la dernière séquence de données américaines, notamment publiées la semaine dernière? On a eu des enquêtes ISM, par exemple, ou encore des chiffres d'emploi qui semblent montrer que les surprises économiques sont un peu moins positives désormais aux États-Unis. Est-ce qu'on est toujours dans le cadre de ce que la Fed appelle un rééquilibrage souhaitable de l'économie américaine et des tensions qui ont pu apparaître dans l'économie américaine en matière d'offres et de demandes, ou est-ce qu'on est proche de quelque chose qui déborderait vers un refroidissement non souhaité ou inattendu qui pourrait forcer la Réserve fédérale américaine à agir peut-être différemment? Non, pour l'instant, nous sommes en ralentissement ordonné. Donc, c'est un ralentissement qui a été voulu. On se rend compte que finalement, la politique monétaire a un impact également sur l'économie aux États-Unis. Le point le plus important, c'est peut-être de noter que le marché du travail s'est maintenant normalisé. C'est-à-dire que si on regarde la création d'emplois par rapport à l'activité économique, on revient à la situation qui prévalait pré-situation du Covid. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les prochains signes de ralentissement économique vont également se traduire par une moins grande création d'emplois, non seulement par une moins grande embauche, mais c'est-à-dire que les entreprises vont certainement commencer à réagir en réduisant probablement leurs coûts. Donc ça veut dire qu'on est exactement en ligne avec ce qui a été voulu par la Réserve fédérale. Ça ouvre certainement le chemin pour avoir une baisse des taux d'intérêt. Nous avons la première baisse des taux d'intérêt dans nos prévisions pour le mois de septembre de cette année. Ce qu'il reste encore à voir, c'est effectivement des chiffres d'inflation qui baissent, mais on aura des chiffres cette semaine. Mais donc encore une fois, de façon générale et globale aux États-Unis, on a un ralentissement qui ne conduit pas à un scénario de ralentissement marqué et rapide, mais c'est un ralentissement qui est bienvenu dans la vue de la Réserve fédérale. Du point de vue de la fonction de réaction des banques centrales et de la Fed en premier lieu, est-ce que ça veut dire peut-être que les banquiers centraux sont prêts à attacher un peu plus d'importance aux prévisions, à l'outlook, à leurs propres projections, plutôt qu'une stricte dépendance à chaque point de données, Alexandre? Est-ce que de ce point de vue-là, les choses évoluent un peu? Non, c'est peu probable parce que finalement, les banques centrales font face aux mêmes problèmes que l'ensemble du marché, c'est-à-dire que les 2 dernières années étaient tellement particulières que les prévisions étaient particulièrement difficiles à faire et surtout à respecter. On a vu des paramètres économiques qui étaient très en deçà ou très en dehors de ce qui avait été prévu précédemment. Donc il est très probable que ce soit du côté de la Banque centrale européenne, mais également de la Réserve fédérale, que l'évolution de leur prise de décision va dépendre essentiellement des chiffres qui vont être publiés, étant bien entendu qu'aucune des banques centrales ne veut baisser les taux d'intérêt trop rapidement au risque ensuite de relancer la conjoncture. Et dans cette optique-là, la Réserve fédérale va très fortement dépendre des prochains chiffres d'inflation. Est-ce que ce ralentissement de l'activité économique aux États-Unis, tout ordonné qu'il soit, Alexandre, peut faire peser un risque sur le marché, notamment le marché boursier, par exemple, américain, qui reste au firmament avec un niveau de volatilité toujours extrêmement bas? En réalité, c'est déjà le cas parce qu'on se focalise toujours sur l'indice américain des actions représenté par le S&P 500. Mais le mois passé, vous avez une performance positive du S&P 500. Si vous regardez les autres indices qui dépendent moins de certaines très très grandes capitalisations, le marché était déjà en baisse. Donc en fait, si l'on regarde au-delà des fameux titres de la technologie que tout le monde mentionne, en sous-jacent, ce que l'on voit, c'est déjà des paramètres dans les marchés qui font état d'un ralentissement marqué de la conjoncture. Le Russell 2000, qui est un indice fortement représenté par des petites et moyennes capitalisations, le S&P 600, qui mesure essentiellement la performance des moyennes capitalisations, sont déjà en phase baissière avec de moins en moins grande participation au phénomène de hausse du marché. Donc ça veut dire qu'en sous-jacent, le marché est déjà en train de nous indiquer qu'on nous sommes dans une phase de ralentissement économique. C'est la raison pour laquelle ces indices-là n'ont pas bien performé la semaine passée, malgré la baisse des taux d'intérêt que l'on a enregistrée sur les obligations de 10 ans de l'État américain. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour votre éclairage et votre analyse sur la situation de marché avec cette dimension politique, mais également des fondamentaux qui sont importants à prendre en compte. Et vous le disiez, à ce titre, après l'emploi américain, nous aurons la prochaine marque d'inflation aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation qui sera publié ce jeudi, sans oublier
oublier le témoignage semi-annuel de Jérôme Powell devant les différentes commissions du Sénat et de la Chambre des représentants pour éclairer peut-être la marche à suivre en matière de politique monétaire du côté de la Fed pour les prochains mois. Alexandre Tavasi, responsable CIO Office et recherche macro chez Pictet Wealth Management, qui était avec nous à distance.